Bonjour à tous. C'est un vrai plaisir de vous retrouver tous aujourd'hui, malgré les vacances, malgré l'activité partielle, pour ce webinaire avec notre partenaire Phil Group. Le village, c'est un vrai plaisir de pouvoir continuer à vous offrir, grâce à nos partenaires et grâce à nos startups, une continuité dans ce qu'on peut dans ce qu'on peut vous apporter, dans l'aide et dans l'accompagnement qu'on peut le faire, et on souhaite bien sûr continuer à le faire au quotidien, hein, auprès de vous. Je remercie beaucoup. Julien, Pierre, Maglone et Patrice qui nous ont proposé ce webinaire et qui l'ont organisé. Je vais rapidement leur laisser la parole. Donc, tout d'abord cette présentation de Group, et ensuite avec l'intervention de Xavier de Fari Analytics, une startup accélérée par le village by Aquitaine, qui vous présentera sa solution pour traverser cette crise. Julien, merci beaucoup d'ores et déjà de ta présentation, et puis je te laisse la parole. Merci beaucoup Pierre et merci pour votre accueil et bienvenue à tous pour ce webinaire. En effet, je vais me présenter rapidement. Julien Soilly, j'appartiens à FI Group depuis maintenant plus de 3 ans et demi et j'ai passé pendant plus de 15 ans au sein de l'administration fiscale, ce qui me donne une connaissance de l'administration et ce qui me permet aussi d'essayer de vous éclairer sur les mesures de soutien aux entreprises avec la plus grande modestie bien sûr, il faut être très prudent, et sur les résonances fiscales, sur les échéances déclaratives, les procédures fiscales. Parce que c'est vrai que les mesures qui sont annoncées sont pour le moment relativement figées. On connaît les mesures, mais elles évoluent au fur et à mesure. On a un projet de loi de finances qui va encore modifier les choses. Et donc, l'idée, c'est de les présenter, mais de les présenter avec un angle peut-être un petit peu différent. D'un point de vue pratique, je vais faire la présentation pendant une 20-25 minutes et ensuite, vous pourrez poser vos questions. En tout cas, je répondrai aux questions, mais n'attendez pas. Si vous en avez d'ores et déjà, vous les posez via le chat. Et puis donc, comme je le disais à l'instant, j'y répondrai dès la fin de la présentation. Alors, on va commencer tout de suite à rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire, comme je l'annonçais, les mesures gouvernementales, où on a parfois le sentiment, avec les annonces dans les médias, qu'on est sur quelque chose d'assez inédit, quelque chose de spectaculaire, mais en réalité, si on y regarde bien de plus près, ça n'est pas forcément aussi inédit qu'il y paraît, puisque le dispositif repose aussi sur des vieilles recettes qui ont fait leurs preuves. Et c'est pour ça que je souhaitais débuter d'abord par le réseau d'aide aux entreprises en difficulté, que l'administration a mis en place depuis de longues années pour lutter au départ contre la défaillance des entreprises et qui lui sert dans des situations comme celle que l'on vit actuellement pour soutenir les entreprises. Le premier canal à utiliser, c'est bien sûr, je dis bien sûr, parce qu'il s'agit de l'interlocuteur fiscal unique des entreprises, c'est le service des impôts des entreprises. C'est là où vous déposez vos déclarations et c'est vers ce service qu'il faut se retourner sur le plan fiscal dès que vous avez une difficulté qui permet d'obtenir des remises de pénalités ou alors d'obtenir des échelonnements de paiement. Ça peut être intéressant. Si vous avez des difficultés de paiement, eh bien, vous allez voir le comptable, il vous demande des garanties et il vous octroie en général un délai de paiement entre 6 et 1 an selon les endroits, selon les montants en jeu. Le SIE peut aussi donc remettre les pénalités comme je l'indiquais. Alors attention, parce que dans le cadre du Covid, le gouvernement s'est engagé à ne pas appliquer de pénalités en cas de dépôt tardif ou dans le cadre des marchés publics. Si vous avez eu la chance d'obtenir un marché public, vous êtes en retard à cause du Covid, c'est pas grave, vous n'aurez pas de pénalité puisque le Covid sera désormais un cas de force majeure. Deuxième structure qui, elle, est souvent très méconnue mais particulièrement efficace, c'est la commission des chefs des services financiers. Vous allez pouvoir obtenir non seulement des remises de pénalités, des échelonnements de paiement, mais surtout des remises de droits, c'est-à-dire des montants d'impôts que vous ne paierez pas si la commission, bien sûr, le juge. Cette commission regroupe l'ensemble des comptables publics du département et l'ensemble des directeurs des organismes sociaux. Donc c'est leur métier, ils le font habituellement et encore plus en cette période difficile que vous rencontrez ou que vous êtes amené éventuellement à rencontrer. Je poursuis dans le réseau d'aide aux entreprises en difficulté. Vous avez ensuite la médiation du crédit. 105 médiateurs sont à votre service, tous directeurs de la Banque de France, qui peuvent échelonner vos crédits bancaires, en tout cas proposer des échelonnements. Ça ne se fait pas de manière automatique, mais c'est sur demande et après avis du médiateur. Et vous pouvez aussi le saisir lorsque vous avez des difficultés avec une banque, avec un crédit bailleur, avec une société d'affacturage ou un assureur de crédit. Donc c'est un petit peu plus large, une difficulté pour échelonner,
mais aussi une difficulté avec une société de crédit, notamment dans le dispositif que j'évoquerai tout à l'heure, le prêt garanti par l'État, où vous pouvez, en cas de difficulté, saisir le médiateur du crédit. Autre situation de médiation, celle des entreprises, la médiation des entreprises, hébergée par le ministère de l'Économie et qui vient vous aider en cas de difficulté avec vos clients, avec vos fournisseurs ou avec tout simplement l'administration fiscale ou l'État de façon plus large. Elle est compétente pour tout différend qui est lié à l'exécution d'un contrat de droit privé ou d'une commande publique, donc relativement large, avec une compétence en matière d'innovation. Et dans le cadre du Covid, si vous avez une difficulté, n'hésitez pas à la saisir. C'est extrêmement facile, une saisie par Internet, et sous 7 jours, selon le site, on vous contacte et on discute avec vous pour voir un petit peu quelle est la nature du litige. Donc voilà, je voulais d'abord présenter ces structures parce que c'est fondamental. Vous avez 9 mesures qui ont été proposées par le gouvernement et 4 reposent déjà sur des structures qui existent et qui ont fait leurs preuves. Et on les oublie, donc n'hésitez pas à les joindre. Pour le SIE, par exemple, si vous avez des difficultés pour les joindre, passez par l'adresse mail ou par l'espace sécurisé, l'espace professionnel. Les autres, la CCSF, c'est pareil, c'est via le service des impôts des entreprises, et la médiation du crédit ou la médiation des entreprises, c'est en ligne. Donc, elles sont très faciles à joindre. Voilà donc pour le premier pan des aides de soutien aux entreprises. Le deuxième pan, celui dont on entend plus parler dans les médias, c'est le soutien de la trésorerie des entreprises avec 2 angles d'attaque, l'atténuation des charges et l'octroi de liquidités. Donc je mets d'ores et déjà les montants qui sont ceux du projet de loi de finances rectificatif numéro 2 qui devrait être voté définitivement le 21 avril, aujourd'hui normalement par le Sénat. Alors, l'atténuation des charges, tout d'abord, c'est la suspension des échéances fiscales et sociales à court terme, donc les mois de, concrètement, mars, avril et mai. Alors, pour les très grandes entreprises, plus de 5000 salariés et un chiffre d'affaires supérieur à 1,5 milliard d'euros, il faut déclarer l'absence de versement de dividendes. Au niveau de la suspension des échéances, vous allez pouvoir remettre l'impôt sur le revenu. Alors, l'impôt sur le revenu, c'est simple. Vous allez sur votre site impôt.gouv, vous modifiez votre bénéfice et mécaniquement, votre prélèvement à la source sera modifié. Pour l'impôt sur les sociétés, c'était l'échéance du 16 mars. Vous pouvez demander le remboursement et puis vous paierez le solde là au 30 juin. Pour la cotisation foncière des entreprises et la taxe foncière, vous pouvez suspendre le prélèvement et le montant sera prélevé au solde sans pénalité. Donc attention à voir aussi au niveau des échéances et des reports. Au niveau de la TVA, si vous êtes dans l'incapacité de rassembler les pièces utiles parce que le comptable n'est pas disponible, parce que vous avez une difficulté particulière, vous pouvez évaluer votre TVA, la déclarer au mois d'avril et la payer au mois de mai. Attention juste, la différence d'estimation, en tout cas l'estimation, ne doit pas dépasser 20% de ce que vous allez payer au réel. Pour les entreprises qui ont connu une baisse de chiffre d'affaires liée au Covid, eh bien là encore, vous pouvez passer par le système dérogatoire des acomptes forfaitaires en fonction des mois qui précédaient la crise sanitaire. Au niveau des règles de dématérialisation des factures, vous avez l'obligation désormais qu'elles soient dématérialisées. Si elles sont scannées et envoyées par mail, à titre exceptionnel, le gouvernement accepte et vous n'aurez pas de pénalité sur le sujet. Enfin, si vous faites des dons, vous pourrez déduire le montant des marchandises que vous avez acquises et que vous avez données. Voilà donc pour le report des échéances, sachant que bien évidemment, comme pour le report de la déclaration, le gouvernement souhaite que les entreprises qui sont dans la possibilité, qui peuvent, dans la capacité de payer, eh bien, acquittent les échéances. Le report des loyers ensuite, alors le report des loyers, les reports des échéances d'eau, de gaz et d'électricité, tout ça a été légiféré par ordonnance, dans l'ordonnance du 25 mars 2020. Alors, pour les reports de gaz, électricité et eau, c'est simple, il y a eu des accords qui ont été passés, des engagements et maintenant c'est figé dans le marbre. Là où c'est plus compliqué, c'est avec les bailleurs, parce que vous allez avoir des bailleurs dits particuliers et des bailleurs plus professionnels. Et c'est là où ça peut être la difficulté pour les bailleurs particuliers parce que parfois, c'est leur seule source de revenus. Donc, le gouvernement est un petit peu plus dans la difficulté à ce niveau-là. Donc, ça veut dire qu'au niveau des reports
de loyer, il faut forcément avoir l'accord de votre bailleur. Ça, c'est très important parce que même si c'est de droit, vous doutez bien que le temps d'entamer la procédure, eh bien, vos difficultés seront, j'espère, passées. Donc, c'est maintenant que vous en avez besoin. Donc, bien évidemment, à l'amiable et allez voir votre bailleur. Et puis, le report pourra être étalé sur au moins 6 mois après l'état d'urgence. Dernière mesure d'atténuation des charges, les indemnités chômage. Je ne vais pas m'étaler parce que quand je me suis présenté, j'ai bien dit que j'étais fiscaliste. Je ne suis pas spécialiste du droit social. Donc, si vous avez des questions, bien sûr qu'on peut y répondre. Nous avons un partenaire S4S ou vous avez peut-être même, via le village ByCA, des possibilités d'obtenir de l'information sur le sujet. Donc, c'est une prise en charge par l'État à hauteur de 4,5 fois le SMIC dans un montant donc, qui peut aller jusqu'à 6 927 €. C'était plus pour vous dresser l'intégralité du panorama que d'aller dans le détail sur les indemnités chômage. Sur l'octroi de liquidité, on va avoir deux aspects. Alors, le prêt de trésorerie et pour être tout à fait précis, le prêt garanti par l'État, le PGE, qui est consacré par l'article 4 de la loi de finances rectificative pour 2020 et qui est une mesure extrêmement spectaculaire pour le coup parce que il a un caractère massif, il va concerner toutes les entreprises et pas simplement les plus petites entreprises comme le Fonds de solidarité par exemple. Spectaculaire parce qu'il mobilise l'ensemble du réseau bancaire et spectaculaire parce que les encours sont à hauteur de 300 milliards d'euros. Ça veut dire que l'État garantit à hauteur de 300 milliards d'euros des prêts qui pourraient être consentis auprès des entreprises. Et l'objectif premier de ce prêt garanti par l'État, c'est d'éviter la cessation de paiement des entreprises face au choc économique causé par la crise sanitaire. Un peu plus concrètement, l'État va garantir, alors pas l'intégralité, entre 70 et 90% des prêts à toutes les entreprises, évidemment sauf les établissements de crédit et les sociétés de financement. Ça va concerner tous les prêts qui sont contractés du 16 mars au 31 décembre 2020. Aucun remboursement la première année ne sera exigé et à l'issue de la première année, vous ferez un choix. Soit vous réglez l'intégralité, soit vous étalez, vous amortissez encore sur 5 ans, mais vous ne pouvez amortir que sur 5 ans au maximum. Et puis, si vous êtes une très grande entreprise, sur les mêmes seuils que j'indiquais tout à l'heure, 1,5 milliard d'euros de chiffre d'affaires et plus de 5 000 salariés à ce moment-là, c'est un arrêté du ministre chargé de l'économie qui permettra l'octroi de ce prêt garanti par l'État. Alors, si en réalité, il n'a pas de raison d'être refusé, en théorie, pardon, il n'a pas de raison d'être refusé, en pratique, pardon, on a constaté que parfois, il l'était. On a aussi, par exemple, les directeurs généraux des banques de France qui ont indiqué que jusqu'à la note 5+, il devait être quasi automatique. La seule vérification porterait alors sur les difficultés des entreprises. Alors là encore, en cas de refus, vous pouvez aller voir le médiateur du crédit comme je l'indiquais dans ma première partie. Et le projet de loi de finances rectificative, s'il est bien validé aujourd'hui par le Sénat, eh bien tout refus d'un prêt inférieur à 50 000 € devra faire l'objet d'une notification de la part de l'établissement bancaire, c'est-à-dire expliquer les raisons et les motifs du refus. Ce prêt, il est plafonné à 25% du chiffre d'affaires, c'est-à-dire un trimestre d'activité pour la base de référence et le dernier exercice clos hors taxe. Donc ça, ce sont pour les entreprises qui sont créées avant 2019. Si votre entreprise a été créée depuis le 1er janvier 2019, le plafond, ce sera la masse salariale France hors cotisation patronale. Et puis pour les entreprises innovantes, si le montant que je vais indiquer est supérieur au trimestre d'activité ou si vous avez été créé après le 1er janvier 2009 à une année de masse salariale, vous avez le droit à 2 années de masse salariale, hors cotisation patronale, masse salariale France, donc sur la dernière année disponible. Donc on fait 2019 x 2 et vous pouvez obtenir un montant de crédit à cette hauteur-là. Voilà donc pour le prêt garanti par l'État qui est donc supervisé par la Banque publique d'investissement, BPIFrance. Vous avez ensuite les aides qui sont versées par le Fonds de solidarité, dont vous avez les montants à l'écran. Donc ce fonds, lui encore, est là pour prévenir la cessation d'activité, mais il va se focaliser sur des entreprises de plus petite taille, les très petites entreprises, au sens INSEE du terme, aux micro-entrepreneurs, aux indépendants, professions libérales, aux agriculteurs en GAEC, aux artistes-auteurs, les entreprises en redressement judiciaire en procédure de sauvegarde, ce qui n'était pas le cas auparavant,
vont pouvoir bénéficier de cette aide d'urgence qui est instituée pour une durée de 3 mois, hein, le temps de l'état d'urgence, et qui pourra peut-être être prorogée donc, sur décision du gouvernement. Cette aide, elle est défiscalisée, elle est exonérée et elle ne compte pas dans votre seuil d'appréciation pour les régimes d'imposition. Ça veut dire que si vous êtes au régime simplifié d'imposition, eh bien, vous ne passerez pas au régime réel normal du fait du versement de cette aide. Donc cette aide peut aller jusqu'à 1 500 €. Hein, ce n'est pas une aide automatique de 1 500 €. Elle peut aller jusqu'à 1 500 € si vous avez une baisse de chiffre d'affaires à hauteur de 50% entre les mois de mars 2019 et le versement d'avril. Évidemment, il y aura une comparaison non pas par rapport à mars, mais par rapport à avril. Et puis, si vous avez subi une interdiction d'accueil du public ou une activité résiduelle de vente à emporter, de livraison de commandes, de room service, vous pourrez bénéficier de cette aide, donc qui, je le rappelle, peut aller jusqu'à 1 500 €. Pour en bénéficier, donc je l'ai indiqué, à une petite entreprise, les auto-entrepreneurs, mais vous devez aussi avoir un chiffre d'affaires inférieur à 1 million d'euros, avoir moins de 10 salariés et avoir un bénéfice imposable inférieur à 60 000 € sur le dernier exercice et avoir été créé avant le 1er février 2020. Hein. L'objectif du dispositif, c'est de pérenniser les entreprises. Donc, évidemment, il y a ce critère de création. Vous devrez juste rajouter une déclaration sur l'honneur qui atteste que vous n'avez pas de dette fiscale et pas d'impayé au 31 décembre 2019. Le calcul, donc comme je le disais, le versement de mars, on compare par rapport à mars. Le versement d'avril, on compare par rapport à avril. Et puis, si vous avez été créé après mars ou après avril, eh bien, il va y avoir une comparaison du chiffre d'affaires moyen sur 2019. Et donc, on va pouvoir faire le travail et vous pourrez obtenir donc cette prime. Et donc, eh ben, si votre baisse de chiffre d'affaires est supérieure à 1 500 €, vous obtenez 1 500 €. Si elle n'est pas inférieure à 1 500 €, vous obtenez uniquement le delta. L'aide suivante, en revanche, elle est forfaitaire, c'est-à-dire qu'elle est totale. Vous pouvez obtenir 5 000 €. Elle était au départ de 2 000 €, mais elle est désormais de 5 000 €. Il faut pouvoir bénéficier de l'aide d'urgence de 1 500 €. Il faut employer au moins un salarié en CDI ou en CDD et être dans l'incapacité de régler les créances exigibles à 30 jours ou le montant des charges fixes, y compris bien sûr les loyers commerciaux. Donc, vous voyez que l'aide, elle est beaucoup plus importante. Et à ce moment-là, eh bien, ça sera versé par l'État, mais sur demande auprès des régions, une déclaration sur l'honneur qui atteste que vous remplissez les conditions, une description de la situation économique et si vous faites la demande à l'appui suite à le refus d'un prêt, eh bien vous indiquez le montant du prêt et le nom de la banque qui a refusé ce prêt. Et à compter du 15 avril jusqu'au 31 mai, eh bien vous faites la demande sur le site impôts.gouv. Voilà. Un nouveau fonds a été créé aussi, une dernière aide, je ne l'ai pas indiqué à l'écran parce qu'elle est très récente et elle ne concerne pas l'administration fiscale. C'est une cotisation de 1 250 € qui sera versée par les URSSAF et à destination des artisans et des commerçants. Alors, tous ces dispositifs feront l'objet d'un plan de relance à l'issue de la crise sanitaire, mais pour le moment, voilà quels sont les principaux axes. Et d'ailleurs, le plan Start-up reprend essentiellement ces dispositifs et rajoute une ou deux mesures, mais les fonds promis dans le plan Start-up, en réalité, sont déjà dans les montants qui sont présentés à l'écran. Voilà, toutes ces mesures ont une résonance fiscale, bien sûr, et c'est important quand même de s'y référer au niveau aussi du crédit impôt recherche, parce que c'est quand même notre cœur de métier, donc c'est pour ça qu'on va vous faire un petit focus sur le sujet. En remarque liminaire, je voudrais vraiment insister sur la bienveillance qu'il faut attendre de la part des services de l'administration. Ça veut dire que si vous avez la moindre difficulté, la moindre inquiétude, n'hésitez pas à les joindre. Et pour les joindre, là encore, facilitez la messagerie ou l'espace professionnel. Vous avez une messagerie spécifique qui s'appelle e-contact sur laquelle vous pouvez joindre l'administration plus aisément. N'hésitez pas à le faire. Alors, au niveau des mesures fiscales, on a deux choses. On a des modifications au regard des obligations déclaratives et des modifications au regard des délais au niveau des procédures qui sont engagées en cours ou à venir. Alors, sur les obligations déclaratives reportées, on a d'abord l'accélération des remboursements de crédit TVA,
de CICE 2016 ou de crédit impôt recherche. Alors là, évidemment, le crédit impôt recherche ne va pas être prioritaire par rapport à la TVA. Il y a quand même un contrôle formel. Ce n'est pas aussi rapide qu'il y paraît. Ça l'est dans certains cas, ça ne l'est pas forcément moins dans d'autres. Là encore, petite astuce, n'oubliez pas, surtout si vous êtes une start-up, si vous êtes une entreprise, c'est votre premier dépôt, n'hésitez pas à indiquer le RIB sur votre espace professionnel sur le site impôt.gouv parce que beaucoup de versements ne peuvent pas être faits juste pour cette raison-là. Mettez bien à jour votre compte, votre espace professionnel pour avoir vos éléments d'identification, le nom du comptable si vous en avez un, en tout cas les éléments auxquels vous pouvez, les points de contact auxquels vous pouvez être joignable par le service. Donc ça, c'est très important. Remboursement accéléré, ça veut dire avant le dépôt de la déclaration. Donc, n'hésitez pas à le faire, mais sachez que, évidemment, l'administration peut vous faire des demandes et que ça peut être peut-être un peu plus long que vous ne l'imaginez parce que le remboursement n'est pas automatique. Il est anticipé, il est accéléré, mais il n'est pas automatique. Donc, très concrètement, vous fournissez une demande de remboursement 2573, un 2069 RCI et une 2512, un relevé de solde. Si vous n'avez pas retenu, vous me faites la demande à la fin de la présentation et je vous remets tout ça par écrit. On a même un petit pas à pas qui peut vous expliquer comment procéder. Et ça va concerner donc tous les crédits d'impôt dont les créances sont restituables. Ça veut dire le CIR 2016 ou si vous êtes une entreprise PME en procédure collective ou jeunes entreprises innovantes. Procédure collective, ça veut dire redressement judiciaire, liquidation judiciaire, procédure de sauvegarde et procédure de conciliation. Eh bien, vous pouvez demander dès maintenant le remboursement. Donc, en 2019, vous avez fait un CIR, vous êtes PME, vous pouvez demander immédiatement le remboursement, alors même que vous n'avez pas déposé votre liasse. C'est pas gênant. La 2572 vous permettra de faire les modifications le cas échéant. Voilà donc au niveau des remboursements anticipés et vous avez aussi le report des échéances de déclaration de résultats, donc la déclaration 2065 pour les entreprises à l'IS, 2031 pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu, c'est la déclaration des bénéfices industriels et commerciaux. Donc vous avez jusqu'au 30 juin et cette année c'est un peu inédit, vous allez pouvoir déposer en même temps la déclaration et le relevé de solde. Le relevé de solde, c'est l'imprimé 2572 qui fait le détail de tout ce que vous avez à payer. Vous avez déjà versé probablement des acomptes. Vous connaissez l'impôt dû. Vous savez maintenant ce qui reste à payer. Alors, si vous avez fait un report d'échéance, eh bien, c'est maintenant qu'il va falloir l'acquitter. Hein. C'était un report, c'était pas une annulation. Donc, attention, le report du mois de mars, eh bien, sera à verser avec l'acompte avec le solde, pardon, pas l'acompte, du 30 juin. Donc, ça, c'est très important. En matière de crédit d'impôt, là encore, toutes les déclarations cette année sont à déposer au même moment. Hein, 2069 A et ses annexes, 2069 RCI, et je le rappelle, de manière télédéclarée. C'est la première année où c'est le cas. Auparavant, on pouvait l'envoyer papier. Là, cette année, c'est télédéclaré. Alors, bien sûr, si vous avez une difficulté, n'hésitez pas à l'envoyer papier et vous l'expliquer à votre SIE et il n'y aura pas de difficulté. Si vous avez une procédure en cours, hein, c'est la suspension des délais, à ce moment-là, il faut bien voir que les procédures en cours continuent. Les contrôles fiscaux ne sont pas suspendus. Ce qui est suspendu, c'est les avis de vérification, les nouveaux contrôles. Ce qui est suspendu, c'est la tenue des recours, les commissions, les jugements au tribunal, mais les procédures en cours continuent. Donc, ça veut dire qu'il faut ne pas hésiter à solliciter votre service vérificateur, le service instructeur, si vous avez fait une demande de remboursement, pour savoir où vous en êtes. C'est très important. Ne laissez pas courir le temps. Prenez la tâche du service vérificateur ou instructeur. Et puis, les ordonnances ont prévu aussi la suspension des délais. Lorsque vous faites une demande de remboursement, ça s'appelle une réclamation contentieuse pour l'administration. Ça veut dire qu'au bout de 6 mois, elle doit se prononcer parce qu'à partir de ce délai-là, vous pouvez saisir le tribunal. Eh bien, là, on est en période de suspension. Ça veut dire que tout ce qui arrive à échéance, c'est-à-dire que vous avez fait une demande de remboursement en février, l'administration ne vous a pas encore répondu, eh bien, elle aura énormément de temps pour vous répondre parce qu'elle aura les 6 mois habituels, plus la période qui court du 12 mars au 24 juin. Hein, c'est ce qu'on appelle la période de référence. C'est la période dite d'urgence sanitaire, donc jusqu'au 24 mai, plus un mois. Donc du 12 mars au 24 juin, les délais sont suspendus, ça veut dire qu'ils sont neutralisés. Donc si vous avez fait une demande en février, vous comptez le nombre de jours jusqu'au 11 mars, pardon, et puis vous rajoutez à partir du 25 juin le nombre de jours qui n'ont pas encore couru pour faire 6 mois. C'est la même chose pour les rescrits JEI, jeunes entreprises innovantes, hein, si vous avez déposé un rescrit. C'est la même chose donc si vous êtes en procédure de contrôle fiscal, réponse aux observations du contribuable.
Dernier point avant de terminer, sur le délai de reprise, donc c'est le délai pendant lequel l'administration peut venir vous contrôler. Donc, au 31 décembre 2020, en général, en fin d'année, l'administration se dépêche avant d'être prescrit. Donc, il y a un délai de reprise qui va arriver à échéance au 31 décembre 2020. Là encore, il est reporté. Donc, ça veut dire que pour venir contrôler votre crédit d'impôt recherche 2016 ou votre IS 2017, l'administration pourra aller vous envoyer un avis de vérification jusqu'à à peu près mi-avril, compte tenu de ce report des délais. Donc, le report de délai, c'est très simple. C'est une neutralisation dans le temps. Vous rajoutez le timing. Si le délai arrive à échéance avant la période de référence, elle n'est pas concernée par la neutralisation. Par contre, si elle arrive pendant la période de référence, à ce moment-là, ça sera reporté. Voilà donc pour avoir été le plus exhaustif possible et le plus synthétique possible. Donc je remercie encore une fois bien sûr le village Baïséa de son accueil. Et avant de passer donc à la traditionnelle, aux traditionnelles questions-réponses si vous en avez bien sûr. Alors vous pouvez bien sûr les poser après coup si elles vous viennent via l'adresse de contact que vous avez à l'écran. Ou passer par Florent, bien évidemment. Vous avez un petit update des actualités sur un mini-site dont vous avez l'adresse à l'écran. Et puis avant de passer aux questions-réponses, non, je vais passer aux questions-réponses, je crois, et ensuite, il me semble que quelqu'un va intervenir, Xavier devra intervenir pour vous présenter donc sa start-up. Voilà, donc là encore une fois, hein, si les questions viennent par la suite, n'hésitez pas à les faire parvenir, hein, on y répondra bien sûr. Voilà, alors en attendant, on peut peut-être faire intervenir donc Xavier pour la présentation de sa start-up. Alors, Xavier doit arriver. Laurent, il y a une petite... Enfin, il doit être là normalement. Excusez-moi, il avait eu un problème de connexion, mais il est rentré avec les codes de Pierre. D'accord, mais je le vois pas à l'écran, mais bon, c'est toujours les aléas de la technique. Exactement. Hein, pour paraphraser certains grands animateurs. Julien, tiens, Florent, juste une remarque sur le PGE et sur les réponses des banques. Je vais juste donner un chiffre. Crédit Agricole, je crois, à vendredi dernier, on avait 99% des demandes qui étaient validées à ce stade. Donc, on essaie de suivre et à ce stade, bon, bien sûr, je dis tout n'est pas validé, hein, puisque 99%, ça laisse des gens en attente, mais en tout cas, voilà, les banques essaient vraiment de se mobiliser et les process ont été nettement allégés et on tente de faire au mieux et au plus vite pour aider les clients. Oui, c'est vrai qu'il y a quand même, il a eu quand même un franc succès. Il y a eu beaucoup de demandes. Alors effectivement, comme tu le disais, il y avait quand même quelques banques qui sont un petit peu restées sur la touche, mais là encore, il y a quand même des dispositifs qui permettent de rentrer dans le circuit. Et je pense que c'est vraiment important de ne pas hésiter à aller voir un médiateur parce que parfois, il s'agit de pas grand-chose pour pouvoir l'obtenir. Le projet de loi de finances donc demande à notifier. Donc ça veut dire aussi qu'il y a quand même que beaucoup de banques jouent le jeu, et d'ailleurs c'est là aussi le caractère un peu inédit de cette mesure, c'est d'avoir pu mobiliser aussi rapidement autant d'acteurs du monde bancaire. Ouais, tout à fait. Non, c'est effectivement, les demandes ont afflué, ça a été quelque chose d'assez extraordinaire. Il fallait se mettre en ordre de bataille et pour le coup, ça a été bien fait.
Surtout dans un délai qui est aussi court, parce que là, la demande a été assez rapide. Même au niveau de BPI, ils ont dû mettre en place une plateforme en moins de 72 heures. Alors c'est vrai qu'au début, il y a eu quelques difficultés, mais j'ai presque envie de dire, dans ces conditions, c'est presque normal Oui, tout à qu'il fait. y ait quelques difficultés. Tout à fait. Juste, Julien, du coup, une petite question sur le crédit impôt recherche. Oui. Euh, euh, donc, il y a un versement anticipé, c'est bien ça? Alors exactement, c'est-à-dire que si vous êtes une jeune entreprise ou une PME, vous pouvez bénéficier du remboursement immédiat. Ça veut dire que sur le crédit impôt recherche qui a été constaté au titre des dépenses réalisées en 2019 que vous déclarez normalement au 15 mai, mais du fait des reports, vous allez le déclarer au 30 juin. Aujourd'hui, on est le 21 avril. Vous pouvez d'ores et déjà en faire la demande alors même que vous n'avez pas déposé votre déclaration de crédit d'impôt recherche. Ça veut dire concrètement que vous allez sur le site impôt.gouv ou passer par le comptable, mais vous pouvez le faire sur impôt.gouv. Vous avez juste à déposer votre relevé de solde sur lequel vous indiquez l'impôt sur les sociétés que vous allez constater, le montant de votre crédit d'impôt recherche, et vous fournissez donc la demande de remboursement qui s'appelle l'imprimé 2573, et il y a juste à rajouter donc un autre imprimé qui fait la synthèse de tous les remboursements et crédits d'impôt. Je crois que Xavier arrive. Je crois que Xavier est là. Juste une toute Voilà. petite précision, Julien. Sur le crédit impôt recherche, tu as parlé de PME, c'est valable aussi pour les ETI? Voilà, donc PME, c'est moins de 50 salariés. Oui. Voilà, c'est des conditions de chiffre d'affaires. Et à partir de là, oui, il faut être PME au sens communautaire. Moins de 50 millions de chiffre d'affaires ou 43 millions au bilan. Et à partir de là, effectivement, on peut obtenir le remboursement anticipé. Alors actuellement, voilà, il y a quand même un gros goulet d'étranglement, mais néanmoins, il faut en faire la demande. Et j'ai envie de dire, ne pas hésiter à solliciter l'administration pour savoir où ça en est. Par mail, c'est l'idéal, oui. Mais c'est vraiment le moment parce que le cash, par les temps qui courent, c'est vraiment quelque chose de fondamental et c'est une mesure il faut pas avoir le sentiment de se dire je bénéficie de quelque chose qui ne m'est pas destiné. Bien au contraire, c'est une mesure phare du gouvernement. Ils l'ont mise en place assez rapidement. C'est fait pour ça. Voilà, donc les entreprises, voilà, PME, moins de 50 salariés, 50 millions de chiffre d'affaires et vous pouvez faire la demande. Parfait. Bah, merci beaucoup, Julien. Du coup, Avec plaisir. Xavier est bien Voilà. là. Xavier, du coup, je te laisse présenter ta startup et la solution que tu mets en place dans ce contexte si particulier. Bien sûr, bonjour à toutes et à tous. Merci Julien pour la présentation et désolé pour le petit contretemps. Donc, Si tu peux monter le son un peu, Xavier. est-ce que là c'est mieux comme ça? Oui, oui, c'est mieux. C'est mieux? Ok, d'accord. Donc, je suis Xavier Dicor, je suis cofondateur de Fari Analytics. Fari Analytics, on est spécialisé en valorisation et en exploitation de la donnée. En deux mots, on aide nos clients à répondre à des problématiques business en utilisant leurs données et en les valorisant. Un exemple très simple, on a travaillé récemment avec Sanofi. Il y avait une problématique qui était autour des coûts, la réduction des coûts logistiques dans un centre de distribution ici à Bordeaux. Et en 4 mois de mission, on a réussi à répondre à cette problématique, donc à réduire les coûts de plus de 10%. On travaille également dans le secteur bancaire et on a d'ailleurs commencé par ça. On vient tous les trois, quand je dis tous les trois, ce sont les trois associés fondateurs, on vient tous du secteur bancaire ou du conseil. Et on travaillait dans l'optimisation des revenus pour les banques, en les aidant à mieux cibler leurs clients. Donc on n'invente pas les problématiques, ce sont nos clients qui nous donnent leurs problématiques et on y répond en utilisant leurs données. Ça, c'est ce qu'on fait habituellement. Habituellement, nos projets durent en général 4 mois, entre le moment où on rencontre nos clients, entre le moment où on récupère les données et au moment où on fait la restitution. Ce qu'on a décidé de faire pendant la crise que nous traversons et que toutes les entreprises traversent, notamment les entreprises de Nouvelle-Aquitaine, ça répond à un point qu'expliquait Julien à l'instant, c'est que les entreprises ont besoin il y a un gros travail à faire sur la trésorerie. L'idée, c'est comment réduire les charges et les coûts rapidement et comment générer du chiffre d'affaires. On s'est dit, avec notre expertise, comment on peut aider les entreprises, qu'est-ce qu'on a à leur proposer pour faire face à cette crise. Et on a décidé de développer une offre qui s'appelle l'offre 3 par 3. Pourquoi 3 par 3? Donc, je vous enverrai à la suite de ce webinaire, je vous enverrai un lien vers le site qui explique ce qu'est la solution 3 par 3.
En 2 mots, c'est une approche en 3 étapes et on garantit à nos clients des résultats en 3 semaines. On va faire une sorte d'opération coup de poing en partenariat avec nos clients pour essayer d'identifier, toujours grâce aux données présentes dans l'entreprise. Donc, c'est des données qui peuvent provenir de différents services. Et on va identifier, grâce aux données, les sources d'économies possibles. Donc, on travaille sur la réduction des coûts, première étape, l'optimisation de la facturation, deuxième étape, et on va étudier les tendances marketing. Pourquoi on a mis ça en place? C'est pour permettre à nos clients de s'en sortir maintenant, en réduisant leurs charges, en réduisant leurs coûts. Et la partie tendance marketing, c'est pour préparer l'après. Est-ce que vous allez avoir la même structure de clients dans 2 mois? Est-ce que vos clients attendront la même chose de vos produits et services dans 2 ans? Est-ce que votre produit phare actuellement, est-ce que ce sera le même produit phare dans 2 ans? On est capable de vous aider à identifier cela. Donc, comment sortir de la crise et comment préparer l'après? N'hésitez pas à me couper si vous avez des questions. Donc, le service 3x3 qu'on a développé, si on s'attarde sur la réduction des coûts, on va identifier, donc toujours avec nos clients, on va identifier les dépenses qui sont superflues, toujours en travaillant sur les données. Les données de vos fournisseurs, est-ce que vous payez le bon prix à vos fournisseurs? Est-ce que vous ne surpayez pas vos fournisseurs? Est-ce que vous ne les payez pas trop tôt, toujours dans la dynamique de garder un maximum de trésorerie à l'intérieur de votre structure? Est-ce que tous vos centres de dépenses sont justifiés? Est-ce qu'il n'y a pas des déviations entre ce que vous devriez payer et ce que vous payez réellement? Donc, on va regarder ce premier axe pour réduire les coûts. Le deuxième axe, c'est sur la facturation avec vos clients. Est-ce qu'il y a des écarts de paiement entre ce que vous doivent vos clients et ce qu'ils vous payent réellement? Est-ce qu'il y a des retards? Pourquoi il y a des retards? Est-ce que vous pouvez faire en sorte de réduire ces retards? Est-ce qu'il y a des relances qui n'ont pas été effectuées? Est-ce qu'il y a des impayés potentiels qui n'avaient pas été identifiés? Ce sont des choses qui paraissent très logiques quand on les dit comme ça, et tous les chefs d'entreprise ou les directeurs ou les directrices de département en général suivent ce genre de choses. Mais dans un environnement de plus en plus automatisé, on se rend compte qu'il y a régulièrement des déviations. C'est vrai dans les PME, c'est vrai dans les ETI et c'est vrai dans les grands groupes. Le dernier point sur lequel on va intervenir, ce sont les tendances marketing. Comme je le disais en préambule, on a remarqué en récupérant des données qui proviennent directement de Google qu'il y avait des changements radicaux dans les recherches qu'effectuaient les gens sur Internet. Donc, typiquement, il n'y a pas besoin d'être un génie pour savoir qu'on recherche à l'heure actuelle moins de crème solaire qu'il y a 2 mois, tout simplement parce que les gens sont confinés. Donc ça a un impact pour tous ceux qui en vendent et tous ceux qui vendent des produits en lien de près ou de loin avec la plage ont dû revoir leur positionnement parce que les clients n'attendent plus la même chose, ils n'ont peut-être pas les produits pour y répondre, mais en tout cas, ça nécessite de s'adapter. Donc ça, c'est un exemple qui est relativement large. À l'échelle de votre entreprise, il y a sûrement une meilleure façon de communiquer avec vos clients. Est-ce que les tendances de recherche de vos clients sur Internet sont les mêmes qu'il y a un mois? Quelles seront les requêtes de recherche sur Internet de vos clients et de vos prospects dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois? Toujours grâce aux données présentes dans votre entreprise et les données qui sont disponibles comme les données fournies par Google sur Internet, on est capable de vous aider à vous adapter. Ce qu'il faut retenir de notre dispositif, le 3x3, c'est que c'est une opération coup de poing qui vous permet d'optimiser votre trésorerie au cœur de la crise et de maximiser votre chiffre d'affaires pour sortir de la crise. On ne prétend pas être des devins. On ne connaît pas mieux votre business que vous. Vous êtes les mieux placés pour le connaître. Tout ce qu'on fera, c'est qu'on utilisera notre expertise en données dans l'exploitation de la donnée pour vous permettre de passer cette crise du mieux possible et puis surtout de se servir de la crise comme d'une opportunité pour peut-être mieux vous positionner dans le futur par rapport aux attentes de vos clients. Je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à ça. Xavier, est-ce que tu peux faire une précision de ces données? Comment on vous les transmet? Comment vous les exploitez pour assurer vos futurs clients? C'est un point très important. Donc, quand on parle déjà de données, ce sont des données qui sont relativement vagues. Donc, les données dans votre entreprise, il y a des données que vous avez dans vos CRM, dans vos ERP, dans des logiciels métiers. Si vous avez des centres de distribution, vous avez peut-être des logiciels spécifiques pour le centre de distribution. Donc, ça, ce sont les données, toutes les données, les traces numériques qui existent dans votre entreprise. Voilà de quelles données on part. Ensuite, pour des questions de confidentialité, avant même de travailler avec nos clients, on signe
des clauses de confidentialité, bien évidemment. Nous ne sommes jamais propriétaires de vos données. Comment on les récupère? C'est très simple. Elles partent de chez vous. Vous les déposez sur un serveur sécurisé, donc dans le cloud. Ce serveur sécurisé se trouve en France. Donc, on n'est jamais propriétaire de données. Vous restez toujours propriétaire des données. On va faire tourner notre algorithme directement sur les données que vous avez déposées sur ce serveur sécurisé et vous apporter des recommandations. Voilà comment on fonctionne. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on n'est jamais propriétaire des données. Vous restez toujours propriétaire de ces données-là. Vous les mettez sur des serveurs sécurisés qui sont utilisés en France. Ce sont des données confidentielles. On n'est jamais capable de remonter jusqu'à vos clients. Par exemple, quand on travaille avec les banques nous donnent accès à leurs données. Et avant de nous les transmettre, il y a une clé de cryptage qui est appliquée. C'est-à-dire que nous ne sommes jamais capables de remonter grâce aux données jusqu'à un nom de client. Seule la banque peut le faire. Nous, on a juste des numéros et des lignes de code et on ne sait pas à qui appartiennent ces informations. Est-ce que ça répond au point que tu voulais souligner, Florent? Oui, bien sûr. L'idée étant de rassurer sur, c'est toujours un sujet sensible, la donnée, l'exploitation de la donnée et la transmission des données. Donc l'idée, c'est voilà, que tu puisses rassurer sur comment vous travaillez. Et c'est aussi un point très important. Donc, on a travaillé dans les secteurs d'activité. Donc, si on a commencé par travailler dans le secteur bancaire, donc je ne l'ai pas dit en préambule, mais on existe depuis février 2019, donc il y a plus d'1 an maintenant. On travaille dans des milieux où la donnée, de toute façon, est très sensible. On a travaillé avec Sanofi. Dans le secteur pharmaceutique, les données sont très sensibles. On a travaillé dans le secteur bancaire avec des industriels dans des secteurs d'activité ultra concurrentiels. Donc là encore, la donnée la confidentialité de la donnée revêtait un aspect très important. Donc c'est pour ça qu'on a souhaité aussi héberger nos serveurs en France. Ça rassure un maximum de nos clients. Et en termes de serveurs cloud que l'on utilise, il y a d'un côté, on utilise Amazon Web Services. Et si jamais les clients nous en font la demande, on peut aussi utiliser Microsoft Azure. Donc là-dessus, on est capable de scaler par rapport aux données. Le tout est que nos clients puissent déposer leurs données dans des plateformes cloud. Ok, merci beaucoup Xavier. Avec plaisir. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions, donc je ne suis pas connecté avec mon compte, mais avec celui de Julien. Je ne sais pas s'il y a des questions dans le chat. Alors, moi, j'en vois pas pour le moment, donc je ne pense pas qu'il y en ait. Très bien. De toute façon, comme on l'a fait pour Julien, si des questions remontent après la diffusion ou le révisionnage de ce webinaire, n'hésitez pas à nous poser vos questions, on y répondra bien entendu avec grand plaisir. On vous transmettra les coordonnées, soit de Figroup, soit de Fari, soit les deux, si vous avez besoin d'aide et d'accompagnement ou de questions à répondre. Et ce qui serait peut-être pas mal, Florent, c'est d'envoyer dans les emails à la suite du webinaire le lien vers la communication 3x3. On a fait un lien, on a fait une sorte de page, une page web qui explique comment fonctionne le service. Ça apportera d'autres informations que celles que j'ai pu donner lors de mon intervention. Ce sera fait. Ok, on se calera avec Figroup pour envoyer ces éléments-là. Merci beaucoup, vraiment. Julien, merci beaucoup Xavier, merci beaucoup Pierre et Maglob pour l'organisation, c'était vraiment super intéressant. Et puis on se reparle très vite pour la suite de ce webinaire. Peut-être en organiser un autre et répondre aux questions s'il y a des besoins. Je voulais juste, avant de conclure, tout à l'heure j'ai parlé de moins de 50 salariés. Pour la PME, pardon, c'est moins de 250 salariés et 50 millions de chiffre d'affaires et 43 millions au bilan. Je voulais juste donc réparer la petite erreur. Oui. Okay, effectivement, merci beaucoup Julien. Merci beaucoup.